Croyez-vous qu'en tant que médecin, vous avez le droit de donner publiquement votre définition de la médecine? Oui, je crois que oui. Quelle est donc la définition de la médecine telle que vous la connaissez? C'est une pratique qui a pour objet la santé, avec un respect particulier concernant la vie privée de l'individu. On doit préciser que lorsque les conditions de la vie privée sont altérées, la médecine doit en tenir compte. C'est le cas à notre époque, où les moyens de communication sont devenus très invasifs. Par conséquent, la médecine se trouve étendue à une médecine des corps sociaux. Pouvez-vous apporter plus de précision sur le terme de santé? Seul l'individu, voire un corps social, peut qualifier son propre état de santé. Et en même temps, ça lui est impossible. C'est un paradoxe. Lui seul peut dire s'il est heureux et accompli, mais il peut se tromper. Or, son environnement n'est pas mieux logé. Mais par contre, ce dernier détient une batterie de critères qui lui donnent un certain avantage. Notamment, l'environnement s'appuie sur des observations qu'on appelle objectives, statistiques et pronostiques. Donc, en bref, il n'existe pas d'automédecine et le traitement de la santé passe par un semblable, un alter ego, qui est un médecin. Donc si la conduite de la santé se fait par l'objectivation diagnostique et des mesures statistiques, quels en sont les inconvénients? La responsabilité de la santé par l'environnement établit une norme. La norme est un fantastique utilitaire qui présente l'inconvénient de priver de la liberté. Or, la liberté est le moyen culminant de l'expression de la santé. On aboutit donc à un cercle contradictoire. Le régime de cette interaction, qu'on appelle aussi feedback, a donné lieu à des lois. C'est par exemple ce qu'a mis en système le célèbre Charles Darwin. Le critère d'une norme gouverne la loi de l'évolution. Les espèces évoluent selon des normes dictées par les écosystèmes. Donc selon vous, la médecine participe à la théorie de l'évolution. Oui, mais là encore de façon paradoxale, puisque la médecine va précisément s'opposer à l'évolution, car sa mission est d'abord de maintenir une forme, de conserver la vie d'une forme, voire de la prolonger malgré des oppositions de son environnement, de son milieu, voire de sa propre histoire, qui tendent à la rendre malade, ou à la blesser, ou à l'éliminer. Vous ne pensez donc pas que l'être humain doit évoluer? Eh bien, nous pouvons nous servir de l'objectivation statistique pour examiner cette question. Qu'est-ce qui est l'opinion la plus fausse mentalement, la plus malade et la moins probable entre ces deux alternatives? La première opinion énonce que l'être humain n'évoluera pas ou ne doit pas évoluer et que la médecine doit l'empêcher, le retenir d'évoluer. La seconde énonce que l'être humain va évoluer. Selon cette alternative, c'est la règle de l'adaptation qui, alors, est respectée par la médecine et qui est soulignée au sein de la théorie de l'évolution. Lorsqu'on sonde l'opinion et surtout la pensée scientifique, il est statistiquement probable que l'être humain tende à évoluer. C'est l'opinion la plus probable et la plus juste mentalement. Est-ce qu'on ne devrait pas vous enfermer, ou vous soumettre à une amende, ou vous bannir pour énoncer cette conclusion, puisque vous êtes en contradiction avec la règle de la médecine de maintenir et de conserver la subsistance de la forme? Quelqu'un qui ne réfléchirait pas beaucoup, ou bien en réfléchissant justement, aurait peut-être cette intention. Parce que cette personne interpréterait ce point de vue comme la promotion d'un surhomme, d'une surfemme, d'un être humain super développé qui serait une déformation monstrueuse de l'humanité. Cependant, un diagnostic statistique est prévalent et la probabilité s'impose que l'être humain soit une espèce soumise aux lois de l'évolution. La médecine appliquera donc son action en favorisant l'adaptation à l'évolution, tout en préservant la forme qui demeurera permanente à travers l'évolution. Par conséquent, elle fera une distinction entre le corps humain
d'une part, et d'autre part, ce qui doit évoluer, proprement ou radicalement, en le maintenant à distance, exclu dans l'environnement. Qu'est-ce qui pourrait bien être exclu de l'humanité? Comme on vient de le dire, ce qui est exclu l'est déjà et le restera, à moins qu'il ne se métamorphose pour être assimilable à l'être humain. Il convient donc qu'un médecin isole, repère et identifie l'élément essentiellement exclu de l'humanité. Vous savez faire ça? Non, mais l'histoire l'a fait pour nous et certaines analyses sont parvenues à en donner une idée. C'est épatant. Oui, nous n'en voulions pas tant. Mais c'est comme ça. Ce qui est exclu de la personne humaine, c'est la définition de la norme précisément. Dans le temps, on appelait ça la gnose. Aujourd'hui, on le calcule comme la première personne du pluriel. En gros, en bref, c'est nous. Pour y faire attention, on le prononce nous. La personne humaine n'intègre pas le nous. Elle l'exclut d'elle-même. Le nous est étranger à l'être humain. Les expériences ont été faites qui démontrent ça. Le moyen d'exprimer le nous est un procédé collectif qui est calculé par la démocratie. L'être humain ne parvient pas à assimiler cette logique. Il s'y oppose ou la pervertit. C'est un fait. C'est une observation diagnostique et statistique. Le nous est donc exclu de l'histoire de l'humanité, selon ce que vous dites. C'est vrai que personne ne croit en la démocratie. Mais vous disiez donc qu'en contrepartie, une adaptation était entretenue par la médecine. Effectivement, nous avons grandement progressé dans la connaissance de l'adaptation. Nous savons d'abord que notre forme est dictée par un chiffre. C'est cela qui définit une espèce et donc une forme. C'est un code génétique. La forme apparente est une adaptation du code à son environnement. Ce que la médecine maintient en forme, c'est le code génétique qu'on appelle ADN, ce qu'on appelle aussi le génome. Le génome peut être altéré par des mutations, elles peuvent être corrigées. Mais en gros, il y a un génome humain qui s'exprime sous diverses formes adaptées aux environnements changeants. La médecine et la politique, d'ailleurs, actuellement se préoccupent spécialement de cette identification du génome et de sa préservation. Les gouvernements ont interdit que vous y regardiez. C'est cela qui garantit que la forme humaine puisse rester en bonne santé au travers des âges de l'évolution. Je sais ce que vous pensez. Ce que l'être humain sait de lui-même, et ce qu'il appelle moi, est détenu dans son génome. Il suffit donc de préserver le génome pour être en règle essentiellement, avec la déontologie médicale. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas tout. Même si le génome est effectivement devenu connaissable par l'être humain, indépendamment de toute incertitude statistique, cette connaissance a dû passer par des appareils. Par conséquent, en bref, elle devient tributaire du nous. Par conséquent, ce que nous avons exclu revient au cœur de notre individualité. Ainsi, notre médecine de préservation de génome est-elle parallèlement corrompue au fur et à mesure de son progrès. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est vrai, mais nous sommes des êtres psychologiques. Nous avons donc un moyen de surmonter cette autodévoration. Cependant, nous avons du mal à l'admettre parce que c'est un moyen qui est contraire à nos principes, ou du moins qui est contraire à ce qu'on croit être. Il faut d'abord que nous comprenions bien ce qu'est un être psychique. Alors expliquez, si c'est possible, ce que c'est qu'un être psychique. C'est très simple de le savoir. En gros, c'est l'être qui résulte de la mémoire. Si nous n'avons pas de mémoire, même si nous sommes programmés, nous sommes des êtres automatiques. Ce n'est pas vraiment une mémoire, c'est une mécanique. Par contre, avec une mémoire effective, nos souvenirs se rassemblent en une forme, une facture, qu'on appelle
un être psychique. C'est une forme seulement particulière parce qu'elle se joue du temps qui dévore ses enfants, ou ce que vous appelez le serpent qui se mord la queue. Lui, il fait une boucle, et le psychisme est au centre de cette boucle. Pourquoi alors aurions-nous du mal à admettre de suivre cet être psychique, s'il permet de vaincre le paradoxe du progrès qui nous dévore, ou de nous qui se substitue au moi? Parce que la ruse est la seule méthode connue et vérifiée de l'être psychique. C'est la régression, qu'il puise dans la force de sa mémoire. Par conséquent, pour surmonter les dangers de l'évolution, l'être psychique offre à la personne humaine la possibilité de régresser. C'est une loi très classique qui est considérée et même devenue comme une banalité à laquelle on ne fait plus attention dans le développement humain. À quoi voulez-vous en venir? Je ne veux pas, et personne ne veut venir ici ou là, mais en l'occurrence, c'est là où nous allons. Nous pouvons éventuellement survivre à l'évolution en restant en bonne santé, mais en procédant à une régression. C'est un peu complexe, et pourtant c'est d'une banalité déconcertante. Le progrès, n'est-ce pas? Ce n'est même pas de s'adapter au progrès, mais c'est que nous sommes submergés par une pollution à un point que nous n'arrivons pas à percevoir. La pollution a pénétré les degrés moléculaires de nos organismes, voire même le degré atomique avec des radiations artificielles que nous avons provoquées. Nous savons que tous les embryons et fœtus de l'espèce qui se développent à présent sont menacés dans des degrés très intimes du développement de leur système nerveux ainsi que dans d'autres organes. Alors la médecine doit poser un diagnostic, un pronostic et un traitement. La pollution nous dégénère. Et ça, ce n'est pas de la régression. Je vois ce que vous voulez dire. Le professeur Atlan nous a expliqué, il y a quelques années déjà, que nous pourrions faire croître les bébés dans des éprouvettes, on appelle ça l'ectogénèse, et la science-fiction l'a souvent décrit. Ce serait une protection contre les toxicités d'un environnement trop pollué. Mais c'est complètement dingue. Même si c'est vrai ou si c'est évident, c'est inadmissible. Ce n'est pas vraiment inadmissible si nous admettons les moyens de la régression qu'un être assez intelligent et psychique peut comprendre. Ces éprouvettes à bébés ou ces bidons n'ont rien d'extravagant. Le règne vivant connaît ça depuis longtemps. Il s'agit ni plus ni moins des œufs. L'œuf a parfois été la meilleure technique de développement protégé des embryons. L'ectogénèse est un moyen que la nature a sagement utilisé et que l'être humain a en mémoire dans son génome, dans ses chromosomes. Mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ceci est seulement un exemple de la manière et avec quoi la médecine doit penser. Mais il y a beaucoup d'autres chemins que peut suivre l'évolution. Ce qui compte, sur le moment pratique, dans l'actualité, c'est de bien identifier ce qui est exclu. Ce dont nous sommes certains, c'est que nous ne voulons pas de la démocratie. Nous ne voulons pas d'un régime politique qui soit l'expression de la première personne du pluriel. Je l'ai proposé et j'ai observé qu'on n'en veut pas. En tout cas, c'est cela qui intéresse spécialement la psychiatrie et la psychologie du comportement. Nous voulons des chefs et qu'ils puissent s'opposer à nous. C'est cela le degré d'évolution que nous voulons maintenir en permanence. Ça me fait plaisir que vous ne preniez pas ces extravagances au sérieux. Si nous voulons nous limiter à ce qui est certain, pouvez-vous dire ce que ces spéculations, les olé mais aussi les sérieuses, apportent au fait que la médecine est en train de s'équiper d'un appareillage d'intelligence artificielle, qui selon l'avis général et les expériences faites, est capable de meilleurs diagnostics, de meilleurs pronostics, de meilleures prescriptions et pour une grande partie, de meilleurs actes médicaux, que le corps humain dans un rôle de médecin.
notre conversation n'a pas été inutile. Nous pouvons maintenant identifier quel est l'agent de cet appareil médical. Il s'agit de nous, notre collectivité en un ensemble appareillé. Grosso modo, c'est une synthèse que l'on appelle le corps social qui peut exercer la fonction de médecin. Mais vous vous souvenez qu'il faut éviter que ce nous prenne possession ou seulement domine notre individualité qui est seule propre à qualifier de mauvaise ou bonne sa santé. De sorte que là encore, nous allons opérer une régression. Pour l'instant, les médecins évolués sont devenus comme des machines. Ils sont spécialisés, automatisés par la SS, minutés, surveillés, et cela a permis un développement considérable de la médecine au point que finalement tout cela peut être délégué et que le relais soit passé à des robots. Beaucoup de ces médecins vont d'ailleurs être mécontents. Comme les chauffeurs de taxi, quand on installe ce qui, à proprement parler, s'appelle des automobiles, ces voitures qui roulent toutes seules. Les chauffeurs, ça les démonte. Il est souhaitable qu'on leur permette de continuer à travailler comme des robots, assistés par des robots. Mais la plupart vont régresser et revenir à la fonction ancienne du médecin ou de l'accompagnateur, c'est-à-dire un semblable, un alter ego, observateur et guérisseur, qui puisse, d'une part, permettre d'éviter l'automédecine impossible, et d'autre part, déjouer aussi la normalisation que l'environnement tend à imposer, d'autant plus qu'il s'automatise. Alors, sous une apparente régression qui aura déjà été consommée, la déontologie médicale va simplement rajeunir. On appelait ça la fraternité, je crois.